Le sentier est difficile, mais on va y arriver. Les oiseaux nous accueillent. Tout est en pleine floraison. Le sentier est envahi par la végétation. Nous ne faisons qu'un avec cette montagne. Nous ne survivrons pas sans elle. À la victoire, à la liberté. On ne peut se permettre de perdre cet endroit. On ne perdra pas. Un énorme chantier est prévu ici. 31 700 hectares ont été donnés à une société canadienne appelée Eldorado. Ce sera l'une des plus grandes usines de traitement du minerai d'or qu'on construira dans cette partie de l'Europe. Un investissement comme celui-ci représente 1 milliard d'euros pendant les 5 prochaines années. Ça nous aiderait à réduire notre déficit commercial. Ça nous donnerait un produit d'exportation. Ça stimulerait notre croissance économique. Alors c'est vraiment de ça dont nous avons besoin. Il nous offre généreusement de détruire cet endroit. Et même si nous sommes enracinés ici, nous devrons partir. Notre avenir est menacé, autant pour nous que pour nos enfants. Pour moi, il s'agit essentiellement d'un problème éthique. Prenez tout ce que vous pouvez sans vous soucier des conséquences, puis partez en laissant derrière vous un désert. Ce sont toutes les dimensions du problème. Comment on traite l'environnement et comment on traite les habitants. Il faut comprendre quel est le problème de fond. Alors on pourra le combattre. Et quel est le problème de fond? Je peux le dire devant la caméra? Oui. Je dirais que c'est le système économique. Oui, le capitalisme. Tu hésites à le dire devant la caméra. Non. J'ai peur que ça nuise à notre cause. La Grèce a récemment établi plusieurs nouveaux records Guinness. L'austérité la plus stricte de tous les temps. Un déficit dépassant 25% de notre PIB. Un programme de réduction sur 3 ans. Et des centaines de changements structuraux décidés et mis en œuvre au cours des 2 dernières années seulement. La Grèce vit en ce moment une crise économique très grave. Il ne s'agit pas que d'une crise grecque d'ailleurs. C'est une manifestation particulière d'une crise économique mondiale qui a commencé en 2008. Le plus triste, c'est que le seul moyen de sortir de la récession actuelle semble être un modèle de croissance qui sera encore plus destructeur pour l'environnement. Ce qu'on nous propose comme moyen de s'en sortir, c'est d'exploiter tout ce qu'on a sous la main. Vendez tout ce que vous avez, y compris vos ressources naturelles. Nous ne vendrons pas l'Acropole, mais tout le reste peut y passer. La Grèce est donc ouverte à n'importe quoi.
L'exploitation minière, le forage pétrolier en mer Égée et partout ailleurs. C'est pareil en Espagne et en Italie. Sous prétexte de la crise, nous n'avons pas d'autre choix que de céder nos terres, nos forêts, notre eau, et de polluer nos océans pour créer de la richesse. On définit la richesse comme une chose qu'on peut extraire du sol et non comme une chose qui est créée par les gens. Ce combat autour d'une mine d'or en Grèce me permet de voir à l'œuvre un thème familier. La nature comme machine, avec l'homme aux commandes. Mais je comprends aussi autre chose. Dans cette version des faits, l'économie est censée être une machine elle aussi. Si les bonnes conditions sont réunies, nous dit-on, elle créera de la richesse, fera flotter les bateaux et sera le moteur du progrès. Mais cette machine réclame une croissance perpétuelle. Si elle ralentit, il faut la nourrir encore plus, en utilisant tout et n'importe quoi comme carburant et en coupant tout ce qui l'alourdit, afin qu'elle soit toujours plus rapide et toujours plus efficace. Je me demande, l'austérité ne serait-elle pas une nouvelle incarnation du même vieux discours de domination ? Un moyen de maintenir en état de marche une machine qui s'enlise? Exploiter la terre, exploiter les gens. Au cours des 5 dernières années, le peuple grec s'est soulevé de nombreuses fois contre ces politiques. Il n'a pas réussi à renverser les gouvernements qui avaient promu ces programmes, ni à faire abolir ces politiques. Les gens ont l'impression d'essuyer défaite après défaite. Une seule victoire pourrait avoir un énorme impact sur le moral du peuple. C'est pourquoi ses adversaires refusent de permettre ne fût-ce qu'une seule victoire, car elle constituerait un tournant décisif. Η επένδυση στις σκουριές θα προχωρήσει, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός τους εργαζόμενους στα μεταλλεία Χαλκιδικής που τον περίμεναν έξω από το χώρο που γινόταν το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Nous avons fait notre part du travail. Il faut régler la question et rapidement. L'investissement aura lieu. Soyons clairs là-dessus. Το μεσημέρι στον Πολύγυρο οδηγήθηκαν στο αυτόφορο οι 4 κάτοικοι της Ιερισσού, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες κατά τη διάρκεια των ελέγχων στα σπίτια τους. Έξω από το δικαστήριο είχαν συγκεντρωθεί κάτοικοι για να συμπαρασταθούν στους κατηγορουμένους. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει πάντως ότι εφόσον έρθει στην εξουσία θα ακυρώσει την επένδυση στις σκουριές Χαλκιδικής. And what's going on inside? What's happening inside with your friend? Θέλω να το κάνω ανάκριση. Μπαίνει 20. 20 άτομα. La police ne vient pas frapper à votre porte sans raison. Elle ne frappe pas à la vôtre, ni à la mienne, ni à n'importe quelle porte au hasard. Elle frappe à la porte de quelqu'un qui est coupable de quelque chose. Partout en Europe, les femmes ont du rouge à lèvres dans leur sac à main. Mais ici, à cause de la répression policière, on doit avoir du malox. On s'embarbouille le visage et on en boit pour prévenir la nausée causée par les gaz lacrymogènes. Je ne verrai pas mes enfants et mes petits-enfants mourir de cancer. Je ne tolérerai pas ça. Dites aux Canadiens de faire leur bagage et de partir. Je donnerai ma vie pour que tout cela cesse. On n'en peut plus. Merci.
Je suis sûr que le bon sens l'emportera. Cette société, par la voix de la majorité, acceptera de collaborer avec tous les paliers de gouvernement pour imposer cet investissement. Parce que la société en a besoin et que la Terre en a besoin. En définitive, ce mouvement ne s'oppose pas seulement à cette mine en particulier. Son nom est un non qui doit précéder un oui. Et ce oui est quelque chose de bien plus grand. Les collectivités locales, les gens qui ont un rapport constant avec la terre, veulent que leurs enfants vivent sur cette terre. Alors, comment protéger le bien commun? En créant des institutions locales qui fixeront les règles et définiront les limites. L'enjeu pour les collectivités consiste à reprendre le pouvoir en matière de décisions importantes. La lutte que mènent les habitants de Sompeta est une lutte pour l'avenir. C'est de cela qu'il s'agit. Les gens vivent en paix dans cette région depuis des générations. Tout à coup, le gouvernement a décidé de céder cette zone humide, dont des milliers de gens tirent leur subsistance, à une entreprise pour qu'elle y construise une centrale thermique industrielle. Cette centrale fonctionne au charbon. Le lien entre les changements climatiques et ce type de centrale est bien connu. Ces centrales sont sales. Elles tuent. Ces centrales au charbon tuent. La plupart des gens à Sompeta ont conscience du lien qui unit leur lutte pour sauver leur zone humide et la dévastation à grande échelle vers laquelle ce pays se dirige à grande vitesse. C'est la poursuite insensée de la croissance à 2 chiffres. Cela exige des infrastructures, des matières premières, des terres, des forêts, de l'eau, des régions côtières, du charbon, à grande échelle. L'Inde, un pays en plein essor. La démocratie de libre marché avec la plus rapide croissance au monde. Cette croissance et ce développement accéléré touchent l'ensemble de l'économie et ouvrent de multiples possibilités. Investissez dans les infrastructures de l'Inde. On encourage les investisseurs privés à construire des centrales électriques. On leur offre toutes sortes de mesures incitatives. Allègement fiscal, subventions diverses, exonération fiscale temporaire.
On concède des terres aux investisseurs privés partout où ils le souhaitent dans le pays. La croissance, c'est sans doute notre divinité la plus universelle. Quand le discours dominant a été écrit il y a plusieurs siècles, toutes les frontières étaient en train de s'ouvrir et la nature semblait infinie. Nous savons maintenant qu'il n'en est rien. Pourtant, l'économie mondiale reste fondée sur l'idée d'une croissance sans limite. Quand je visite certaines des régions les plus pauvres du monde, il m'apparaît avec évidence que les populations ont droit à bien plus que le peu qu'on leur laisse actuellement. Mais il semble qu'on n'a rien d'autre à leur proposer que le modèle occidental de la croissance. Une culture du jetable qui avale et sacrifie une portion de plus en plus grande de la nature. Est-ce réellement le moyen le plus rapide de mettre fin à la pauvreté? Et si c'est le cas, pourquoi tant de gens sur les lignes de front sont-ils si sceptiques? On a besoin d'électricité. C'est un fait indéniable. Mais sur le site web de l'entreprise, on admet que cette électricité ne sera absolument pas destinée à être utilisée localement. Ils viennent ici pour produire de l'électricité puis la vendre à d'autres États. Ils viennent ici pour nous exploiter. Nous devons nous défendre. Nous continuons de refuser. Et ils continuent de dire qu'ils vont nous donner ceci ou cela. Ils nous font la cour, nous promettent des emplois. Ce sont de belles paroles, mais ils ne nous écoutent pas. Et pendant tout ce temps-là, ils ne nous ont rien donné. L'entreprise ne vous a pas donné ce qu'elle vous avait promis. Si elle le faisait, accepteriez-vous? Non, on refuserait. Voici pourquoi. Si on accepte leur aide, on en recevra une fois et ce sera tout. Mais qui subviendra à nos besoins par la suite, jour après jour? Vous comprenez? L'aide sera-t-elle encore là le lendemain? Et si on retourne leur en demander plus, ils nous enverront promener. L'environnementalisme des pauvres est animé par un sentiment d'urgence. Les mouvements de révolte contre la pollution se produisent par millions partout dans ce pays. Ils sont essentiellement le fait de gens qui luttent pour leur survie. Leur bien-être dépend de la terre, de l'eau, des ressources qu'ils tirent de la nature. Ils savent que le développement moderne qu'on leur promet repose sur un modèle de croissance qui consomme une énorme quantité de ces ressources dont ils dépendent, tout en créant très peu d'emplois en retour. Ils comprennent que le développement annoncé ne fera que les appauvrir. Nous n'avons pas de terre à cultiver. Notre subsistance dépend de ceci. C'est l'eau que nous buvons. Si la centrale est construite, la zone humide sera recouverte de terre de remblai. Que ferez-vous alors? Que pourrons-nous faire? Nous mendirons, nous laverons de la vaisselle, nous serons forcés d'aller nous installer dans une ville loin d'ici. On ne s'attendait pas à une riposte aussi brutale. On était venus pour négocier. C'est révoltant. Ils nous ont matraqués. Ils ont déchiré nos vêtements et ils nous ont frappés. Devant une telle violence, on ne pouvait pas revenir en arrière. On a compris que c'était maintenant ou jamais, qu'on devait résister au péril de notre vie. Si on avait battu en retraite à ce moment-là, la centrale aurait été construite.
On a donc coupé des branches d'arbres. Et on s'en est servi pour chasser la police. Les policiers, en se retirant, ont ouvert le feu. Il y a eu 2 morts. À mes yeux, la bataille de Sampeta est la bataille décisive qui lance un défi à tous les mouvements écologistes du monde. Ce n'est pas un mouvement local. C'est la base du nouvel environnementalisme que nous devons développer. C'est l'environnementalisme des pauvres. Le modèle de croissance actuel engendrera de la richesse pour quelques-uns et de la pauvreté pour les autres. Il engendrera du chômage. Il provoquera des changements climatiques. Il nous faut un modèle différent.